peut-être que ceux qui n'étaient pas sur les tables ne sont peut-être pas au courant, mais en fait, vos collègues qui étaient sur les tables ont un challenge, c'est-à-dire de présenter en 3 minutes le fruit de leur réflexion. 3 minutes maxi. Voilà. Donc, votre mission, si vous l'acceptez, vous voyez, hein, et ben, ce sera de tenir les 3 minutes. Parce qu'au bout de 3 minutes, il y a un vrai problème ici, c'est que ça explose. Vous voyez, donc en fait, donc les synthétiseurs ont une sacrée responsabilité. Ce serait quand même un peu embêtant de terminer sur une explosion. Vous voyez, cet après-midi. Voilà, ok, d'accord. Donc, et puis peut-être aussi une deuxième rêve pour repartir en cet après-midi. La vérité, si je mens, mais franchement, les 9e rencontres, c'est de la bombe. Ouais. Ouais, bon bref, hein, je pense que vous avez tous la rêve, hein, enfin bon bref. Hein. Et puis alors, comme on a nos amis canadiens, juste pour qu'on ait à peu près la traduction sur les mêmes expressions, 2 minutes 59, c'est correct. 3 minutes 1, c'est pas correct. Voilà, hein, comme ça, au cas où, vous voyez, voilà, oui, hein. Ok, voilà, donc alors, on va donc faire ces retours thématiques. Donc vraiment les challenges, c'est 3 minutes, et puis évidemment avec la liberté de ton, d'engagement et de présentation de la part effectivement de tous les collègues et de tous ceux qui se sont investis. Ok. Alors, alors moi j'ai fait un petit planning, hein, ça vaut ce que ça vaut, mais voilà. Hein, donc on va commencer par le premier groupe. Donc je crois qu'il y a 2 tables hein, d'ailleurs sur ce sujet-là. C'est IPA. Levier et frein au développement de la recherche en psychiatrie. Alors, du coup, alors, on va essayer de ne pas perdre de temps, si vous voulez, hein, dans les passages. Les 2 groupes vont passer, ce qui veut dire que déjà le 2e groupe va pouvoir se passer. Et le 3e groupe, ce sera de la recherche à la pratique, quel levier d'intégration des données probantes, hein, pour que chacun puisse déjà un peu se préparer, se mettre dans la dynamique. OK ? On y va ? Allez, c'est correct, on y va, c'est parti. Ah, pardon. Allez, prenez place. C'est parti. Ça marche ? Oui. Attends. 1, 2. 1. Il n'y a qu'un micro. 1. Non, pas encore. Allez, c'est parti. Tiens, salut. Écoute Tristan, il faut qu'on parle. Vas-y, je t'écoute. T'as entendu parler des hyper ? Ouais. Et alors, qu'est-ce que t'en penses pour la recherche ? C'est quoi ce truc? C'est l'infirmier en pratique avancée, c'est ça, ouais? Exactement, ouais. D'accord, du coup, donc c'est quoi l'infirmier en pratique avancée? C'est quoi? Pourquoi c'est un levier à la recherche? Bah là, comme ça, j'ai envie de te dire, c'est déjà une plus-value. Ah ouais? Quelle plus-value? La mise en lumière des pratiques infirmières. Ah oui, c'est vrai. Celui qui monopolise la recherche et qui dit que la recherche, c'est lui, et c'est que l'IPA qui fait la recherche dans un établissement. Quoi? Non, mais en fait, c'est que t'as vraiment rien compris. Qui c'est qui peut être auprès des équipes pour mettre en valeur ce qu'ils font réellement? Oui. Attends, t'as entendu parler du doctorat en sciences infirmières? Ah oui, c'est sûr, je pense que c'est à la fac de médecine que j'ai entendu ça, ouais, quand j'ai fait le diplôme d'hyper. Ouais, je m'en souviens. Ouais. Bah, et t'as pas l'impression d'une évolution, là? Je sais pas s'il y a une évolution, mais bon, être balancé Tristan la science dans un service et lui dire c'est lui qui lit des livres, allez lui demander, il va vous dire, c'est sûr que c'est comme ça que ça marche. Hein. Ça marche bien d'ailleurs. Et acculturer les équipes, t'en as entendu parler ou pas, toi? Acculturer les équipes. C'est toujours compliqué à acculturer parce que ça veut dire 2 choses à la fois. Ah, là, vraiment, je te sens pas hyper accessible. Mais concrètement, là, quand t'es auprès des équipes, tu peux pas être un peu facilitateur de liens? Facilitateur de liens. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis content de faire le même métier que toi. Écoutez, Tristan, Fanny, je vais vous mettre d'accord. Vous avez raison tous les 2. On est un peu pareil finalement. Mais oui, quand même. Vous allez... Vous me l'aviez pas faite, celle-là. Vous vous ressemblez, en effet. Vous avez raison, parce que vous allez être des facilitateurs. Et c'est ça, en fait, tout l'enjeu.
c'est que vous n'allez pas arriver là avec votre science. Parce qu'il y en a d'autres qui ont aussi des capacités, des compétences pour faire de la recherche. Alors allez les chercher, montrez, mettez en lumière tout ce qu'ils font. Oui, ça va, on a le temps, c'est bon. Mettez en lumière tout ce qu'ils font. Vous êtes des porteurs de lumière, voilà. Et vous allez aller faciliter, acculturer, c'est vrai, mais en montrant à quel point finalement la recherche, elle sert à la pratique et à résoudre des problèmes du quotidien. C'est ça votre job. Et avec ça, peut-être que l'institution, même si elle vous fout vraiment la pression sur la recherche, on est d'accord. Mais l'institution, elle peut aussi vous aider. Alors, apprenez à dire non à l'institution des fois, parce que, vous pouvez pas tout faire. Bon, ok. Moi, je suis citoyenne. J'aime bien quand même votre présentation, là. Mais quand même, il faut que je vous dise que la recherche, c'est pas déjà tous se rencontrer entre nous, qui que vous soyez. Je pense que ça vient de là, la recherche. On n'a pas un brin d'originalité, franchement. Il vous reste 10 secondes. Il paraîtrait que nous serions tous citoyens de cette démocratie sanitaire. IPA, citoyens, personnes concernées, ensemble pour un monde meilleur. La recherche au service d'un système de qualité. Il n'est pas là, Christophe? Challenge tenu, hein. Franchement, la classe, quoi. Hein. Ah ouais, honnêtement, la classe. Ouais. Mais que me reste-t-il? Ouais. Ok, allez. Le second groupe sur IPA, donc, levier et frein au développement de la recherche en psychiatrie. Bon, j'ai envie de dire que me reste-t-il après ça, à part, voilà, moi aussi, commencer. Voilà, j'ai bien compris que c'est comme ça qu'il faut commencer. Merci. Donc, alors, juste pour vous situer, nous, on était sur une table où, globalement, c'était à peu près un tiers des gens qui étaient IPA. Mais on avait aussi la richesse d'avoir des gens d'autres pays, et notamment des collègues de Suisse. Donc c'était l'occasion déjà quand même d'aborder en tout cas les leviers et freins sous cet angle-là, avec en particulier un regard en premier sur les freins, puisqu'en fait on était à peu près tous convaincus que ça avait quand même de l'intérêt. Les freins qui sont venus un petit peu en premier, c'était cette question autour au final des enjeux d'IPA, et notamment en Suisse, la différence entre cliniciens et praticiens appuie vraiment en tout cas un focus sur la recherche pour les cliniciens. En France, c'est les deux métiers en un, et du coup, force est de constater que le ministère de la Santé nous a quand même mis en priorité libérer du temps médical avant d'améliorer les pratiques. Voilà, en tout cas là sur les IPA où on était, on n'avait pas tous la chance d'avoir quand même par exemple à peu près la moitié du temps libéré pour améliorer les pratiques, donc avec de la recherche, de la formation, des choses comme ça. Et la réalité, c'est que c'est de plus en plus raide, il manque de plus en plus de monde. Du coup, on peut très vite se retrouver à 95% du temps à faire de la clinique et du coup, pas tellement améliorer les pratiques au quotidien. Par contre, il y a quand même vraiment des forces, c'est-à-dire qu'effectivement, ça fait porter la voix, en tout cas du soin, au cœur des directions. Le fait d'être quand même sur un poste qui n'est pas dans un centre hiérarchique total nous permet quand même d'avoir vraiment cet accès-là, au final, à tous les niveaux, à toutes les sphères. De l'occasion de venir rencontrer des gens et de parler de recherche en fait partie. Le fait d'avoir quand même l'attention de la direction, moi je vois il y a quand même un vrai intérêt en tout cas à ce niveau-là, et du coup on pense quand même que ça peut vraiment être une force, il y a vraiment des pratiques à améliorer. 1 minute, il reste. C'est bon, c'est fini? Je m'arrête là, écoutez, je m'arrête là. Je vais rattacher mes cheveux. Je ne savais pas qu'il allait y avoir un code. Alors moi non plus, hein, j'avoue, mais là j'étais jaloux de mes collègues, je me suis dit, je pouvais pas laisser tomber ça, hein, voilà. Capillaire, voilà, un code capillaire en fait, c'est ça, complètement. Oui, alors oui, si le prochain qui arrive est chauve, ça va peut-être un peu faire un peu compliqué, mais bon, ça va aller. Ne stigmatisons pas quand même, hein, quand même. Ok, allez, le troisième groupe, donc c'est de la recherche à la pratique. Quel levier d'intégration des données probantes? Je reste sur la même ligne. Ouais, c'est ça. Il y a un fil conducteur comme ça, c'est super. Allez, c'est parti. C'est parti. Donc, les leviers d'intégration des données probantes. Ce qu'on s'est dit surtout, c'est que déjà, il fallait y avoir accès. Donc, en effet, comment on a accès aux données probantes? Soit par des abonnements, ce qui se fait dans plein d'établissements. Faut-il savoir, en effet, où ils sont, ce qui existe, et de faire la démarche d'en demander.
Donc, résultat, c'est quand même pas forcément très performant. D'où l'idée de la création de temps de lecture professionnelle, de temps de groupe biblio, où on va accompagner les professionnels dans la lecture d'articles scientifiques. Ça nous a paru très important. Après, évidemment, il faut une structuration et un soutien proactif des structures d'encadrement. Que ce soit par l'apport de connaissances, quand il y a un constat, une difficulté, un questionnement des professionnels, mais aussi peut-être à des questions organisationnelles. Comment on travaille, qu'est-ce qu'on fait, qui fait quoi. Et la recherche, elle peut aussi donner des billes de raisonnement et de conclusion. Tout va bien. Large. Après, dans la structuration du soutien de l'encadrement, c'est dans l'accompagnement à faire de la recherche. Bon, ça, forcément, travailler sur l'éternel problème de légitimité des professionnels, oser la recherche et donc les intégrer au plus tôt et qu'ils soient à l'initiative des projets de recherche. Le levier puissant, évidemment, la satisfaction, l'envie d'améliorer, l'envie de changer, augmenter les compétences, s'impliquer dans ce qu'on fait et lutter contre les idées arrêtées. On a parlé forcément formation. On a donné l'exemple de Semio-Wijé, SocleCare, PlateCare, d'accord, et qui sont des vrais leviers d'implantation des données probantes. On a dit que c'était une science aussi particulière, qu'il y avait des sciences d'implémentation, qu'il y avait des labos spécifiques qui peuvent nous aider aussi à mieux le faire et à mieux raisonner. On est plus forts ensemble. Et enfin, on a aussi noté que les formations, c'était bien, mais c'était bien aussi, c'était formé collectivement, en équipe, d'accord ? Parce que se former chacun dans son coin, finalement, ça marche moins bien. Enfin, la recherche est un moyen d'amélioration des pratiques et d'efficience, d'accord ? On a parlé des groupes de psychoéducation où on réfère chaque séance à de la recherche. On vous fait faire ça, on vous accompagne là-dedans, on vous préconise ça parce que ça a été étudié et que ça marche. Mince, ça a explosé. Donc, en effet, que ça justifie la crédibilité de nos interventions et la qualité. Donc, la recherche, elle peut avoir des échos aussi aux personnes à qui elle bénéficie, les personnes concernées. La réponse est donc la recherche participative. Bravo! Alors, le quatrième groupe, c'est donc pérédance et appétence. Qu'est-ce qui permet de franchir le cap? Vous avez besoin de... Bon, nous, on s'est coupé lectif en deux, comme ça, c'est plus facile. Salut Diane. Dis-moi, Diane, est-ce que le cap de la pérédance n'est pas franchi? Et parce que je suis gauchère, laisse-moi tranquille. Attends. Alors, est-ce que tu peux répéter la question, s'il te plaît? Dis-moi, Diane, est-ce que le cap de la pérédance n'est pas franchi? Du pérédé, je suis devenue pérédante. L'entraide, c'est toi? L'entraide, c'est le soutien mutuel entre aidants. C'est tout? C'est déjà pas mal pour une première rencontre. Si tu es père aidant, comment puis-je être ton allié? C'est une vraie question pour moi. Du coup, c'est de me donner un espace pour trouver ma place. C'est faire un pas de côté et considérer les savoirs expérientiels comme complémentaires aux savoirs académiques, techniques et professionnels. Notre travail, ça se fait entre saveur et douceur. Au moment du repas, notre entraide a été on a franchi un pas, car à notre table, il y avait des pères aidants et des cadres et des soignants. Voilà, on vous remercie. Et moi, je voulais aussi faire un petit clin d'œil et je voulais remercier à l'équipe de Choc, de la table ronde, de pères aidants et de pères alliés. Et voilà. Paris tenu. Paris tenu. OK. Allez, on va continuer. Comment aborder l'impact de la maladie et des traitements sur la santé sexuelle
et affective avec les usagers. Ça, c'est un sujet normal un vendredi. Logique, avant le week-end. Voilà, ouais. Bon, du coup, nous, on s'est mis à 2 parce qu'on parle de sexualité, ça paraît logique. Hein. Oui, à deux, c'est mieux. À 2, Enfin, c'est mieux. Et on a un mode d'emploi. Voilà. Parce qu'on est encore novice dans le domaine. Au cas où ça déborderait. Alors on a d'abord parlé, enfin pas d'abord, ensuite, on a ensuite parlé d'un jeu qui s'appelle « Mais qu'est-ce que sexe ?» Alors oui, il paraît qu'il y a effectivement un jeu très intéressant avec lequel on peut aborder la question, mais de la sexualité de l'humain, quoi. De l'humain. Avec ce jeu, qu'est-ce que sexe ? Une espèce de médiation. Bon, c'est parce qu'on se disait que c'était compliqué pour nous, en tant que soignants, de penser à la sexualité de nos usagers. Et qu'il y avait un peu, ça nous a fait penser un peu à l'ombrage diagnostique, c'est-à-dire que comme ils étaient souffrants, ils n'avaient pas de sexualité, comme ils n'ont pas de problème somatique. Ça peut passer de l'ombrage au masquage. Du coup, on s'est dit, mais comment lever cette ombre ? Et là, on s'est posé plein de questions. Il y avait l'institution, il y avait le consentement, la différence entre le consentement et l'acceptation, l'emprise. On a aussi échangé beaucoup sur le fait qu'on avait du mal aussi à se projeter, parce que peut-être qu'on n'était pas tous au clair avec notre propre sexualité, que du coup c'était compliqué de penser celle des autres. Voilà. On a en tout cas, nous semble-t-il, encore un travail lourd à faire au niveau de changer quelques représentations psychiques à propos de la sexualité. Bon, la sexualité, notre sexualité, mais aussi sans doute penser la sexualité de nos usagers, de nos patients, usagères. On s'est aussi demandé si c'était à nous de s'occuper de ça, en fait. Est-ce qu'il fallait tout faire du sol au plafond ? Et est-ce qu'il ne fallait pas orienter les gens vers, par exemple, les plannings familiaux ? Exactement. Et puis on s'est dit, mais les plannings familiaux, c'est compliqué parce qu'il y en a de moins en moins, ils n'ont plus de crédit, donc voilà, ils ont de moins en moins de personnel. Et puis on a parlé aussi du lien de confiance, du fait que pour parler de sexualité, il fallait quand même un peu connaître la personne qui avait en face de soi et puis avoir confiance en la personne, parce que sinon on n'en parle pas. Hein, enfin, voilà. Mais en tout cas, on a reconnu quelque chose, c'est que une pathologie mentale pouvait avoir directement un impact sur la sexualité de nos patients. On a parlé de manie, on a parlé aussi de dépression, on a parlé d'érotomanie, et donc qui ont directement un impact sur des conduites sexuelles, voire des comportements sexuels. Oui. Et on a pensé solution. Et donc, on s'est dit que déjà, si on pouvait en faire un sujet dans les équipes, ça serait déjà pas mal. Voilà, pouvoir en parler un petit peu entre nous, déjà, ça serait déjà bien. On pourrait aussi, il y a des gens qui ont dit, si on inscrivait dans le PTSM comme un axe d'amélioration, ça serait pas mal non plus. Et puis aussi sensibiliser les soignants à ça, c'est-à-dire leur donner des billes, des pistes de réflexion, rien que pour aborder le sujet. Et ça sera déjà super bien. Voilà. Alors on peut aborder tout ça avec des portes effectivement très différentes. Bien sûr, il y a qu'est-ce que sexe, mais il y a aussi peut-être assistant sexuel. Ok. Allez, on poursuit donc là avec le groupe qui avait choisi comme thème « Intérêt et limites de l'intelligence artificielle générative dans la recherche en soins ». Je crois qu'il y a Lisette qui est dans le coup, il me semble. Et puis Jamel, je crois. Enfin, en tout cas, là, oui, c'est pas... Celui-là ? Allez. Bonjour. Est-ce que quelqu'un n'a pas d'Android ? Qui n'a pas d'Android dans la salle ? Qui a un ordinateur ? Ah, quand on regarde par rapport à ceux qui n'ont pas d'Android et ceux qui ont un ordinateur, on se rend bien compte qu'on est envahi de partout. Et voilà l'introduction. Alors en fait, je suis un petit peu gêné. Ça marche. Oui. Donc déjà un petit tour de table
de notre table qui était une rencontre assez riche, pardon, une rencontre assez riche sur notre table, avec des infirmiers bien sûr, avec... Donc un petit tour de table, ouais, Voilà. ça va beaucoup mieux. Hein. Un petit tour de table, donc nous étions des infirmiers bien sûr, des IPA, médecins psychiatres, on a eu un ingénieur hospitalier, enseignant, donc on a pu avoir des échanges assez riches sur l'intelligence artificielle, mais surtout, discrètement, on avait Linette qui a pris un papier, un stylo et nous a fait une démonstration d'intelligence naturelle. Donc elle a pu relever un petit peu ce qu'elle va vous expliquer, les avantages et les inconvénients qu'on a pu relever sur l'intelligence artificielle. Ce n'était certainement pas une chose facile parce que les débats étaient houleux. Vous pouvez bien imaginer comme quand on a décidé d'introduire les dossiers patients en psychiatrie, combien il y avait des freins. Les gens trouvaient que ça va amener moins de temps auprès du patient. Donc, il y a des personnes, il y a un groupe non, il y avait 3 groupes d'ailleurs, 3 groupes. Il y avait une personne qui ne connaissait pas du tout de quoi on parlait, mais qui était intéressée. Un groupe qui trouvait qu'ils avaient commencé à utiliser et qu'il y a plein d'avantages. Et un dernier groupe qui était un peu dans les craintes et la peur que finalement certains métiers puissent disparaître. Mais ce qui était encore plus intéressant, c'est qu'il y avait des avantages, c'est-à-dire l'atout de gagner en temps, parce qu'il y a plein d'éléments qu'on peut trouver rapidement et puis qu'on peut avancer. Il y avait aussi le fait que la diabétologie, les patients de diabéto utilisent déjà l'intelligence artificielle et ça donne des bons résultats. D'autres avantages, c'était que nous avons la possibilité de partir d'une page blanche et mettre un support et pouvoir l'alimenter au fur et à mesure. Mais à côté de ça, il y avait des inconvénients où finalement, on ne sait pas où est-ce qu'on va trouver la revue de la littérature, la biographie vient d'où. On a plein d'éléments qui arrivent, mais on va les justifier comment au niveau scientifique. Et les capacités intellectuelles de raisonnement, la lecture et tous les autres éléments qui nous permettent d'être intelligents qui étaient diminués. Donc, en conclusion, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de l'intelligence artificielle. Elle est là maintenant, donc à nous aussi de l'utiliser avec intelligence et notre raisonnement qu'on a tous. Tout à fait. Merci. Super, bravo. Bravo. Trop fort, hein, franchement, les groupes là sont trop forts. Mais par contre, vous avez pris mes feuilles. C'est comme à la télé quand l'animateur il a paumé ses feuilles, là c'est mort quoi. Merci. Ok, allez, un autre groupe. Quand la contrainte fragilise le lien, les enjeux relationnels et institutionnels. Et puis donc ensuite, ce sera le dernier groupe, les défis multiples du psychotrauma. J'articule pour que vous compreniez bien. Hein. Voilà. Allez. On peut le mettre. Oui. On peut le faire. Je suis un peu petite. Encore comme ça ? Très bien. Alors, du coup, sur la table ronde, on a évoqué quand la contrainte rompt le lien de confiance. Donc, on est parti sur un peu le lien. Le lien, qu'est-ce qu'il était ? Ça fait 2 fois. Super. Du coup, différents liens. Donc, un lien physique. Voilà, où effectivement la personne peut être contenue en chambre d'isolement. Et aussi le lien conceptuel qui parle aussi énormément dans notre posture de soignant. Comment tisser une alliance dans les difficultés qui peuvent être celles dont la contrainte, qui est entraînée par la contrainte. Donc, on a évoqué aussi des ruptures de liens, donc une rupture de lien familial, dû à un éloignement dans les différentes prises en charge liées à différentes structures. Un lien aussi, une rupture de lien dans l'isolement, mais pas que, aussi un lien avec les objets, quand on retire les objets, la mise en objet aussi d'office, des pyjamas, enfin tout ça, c'est aussi des éléments qui arrivent dans une mise en chambre d'isolement et qui peuvent être difficiles. Comment les soignants en arrivent aussi à justifier la contrainte par la bienveillance. C'est pour son bien, c'est pour éviter qu'il se fasse du mal, qu'il fasse du mal à la société, pour les personnes qui arrivent aussi en RE, en hospitalisation sous contrainte, à la demande d'un représentant de l'État. Pour qui est le bien ? Pour le soignant, pour le patient ? Voilà, on en pose toujours les questions.
On a évoqué aussi le rapport de force, voilà, l'arrivée des renforts. C'est ces hommes qu'on appelait avant pour venir nous aider en situation d'urgence qui aujourd'hui évoluent parce qu'effectivement, les soignants en psychiatrie sont aussi représentés par les femmes, de plus en plus de femmes, donc faut aussi trouver l'alliance thérapeutique avec une autre représentation. Comment on demande aussi la contenance. On évoquait des patients qui demandent à être, eux, isolés. Comment cet isolement a été aussi intériorisé par la personne. Et du coup, la question était une recherche de contrainte ou de contenance. Voilà, c'était des questionnements. On a évoqué aussi la réduction des espaces de pensée avec la nécessité de temps de reprise. Voilà, soit autorisé à mettre en mots, peut-être pas forcément par un psychologue, mais l'équipe aussi peut aussi avoir ce jeu d'identifier un infirmier peut-être référent pour autoriser la mise en mots. Comment aussi recréer du lien quand il y a d'une toute-puissance de la part des soignants. Mais il arrive aussi que les mises en ISO se passent bien, quand il y a une confiance dans l'équipe, que la situation est accompagnée de bienveillance. On a évoqué les contraintes institutionnelles, donc le rôle de soignant, de protéger les autres, et l'évolution des postures, des pratiques en 2012 aussi, avec du coup ces renforcements dans les mesures d'isolement qui ont obligé aussi aux soignants à modifier leurs pratiques. Alors, on a évoqué aussi, pour finir, la prise de décision, le tiers, l'importance du tiers, d'accompagner le tiers, et aussi les enjeux de coordination, d'anticiper la crise qui amène l'isolement. Est-ce que c'est pas une crise qui n'aurait pas été régulée? Ouais, bravo. Trop fort. Ah bah, il n'y a pas de rapporteur? Allez, allez. Oui, vous inquiétez pas, vous êtes en sécurité. Il y a juste 150 personnes en face de vous, mais sinon, tout va bien. Ouais, c'est ça. Oui, pardon. Alors, on est super à l'aise, on n'a rien préparé parce qu'on était pris dans notre discussion. Si quelqu'un veut venir nous rejoindre, c'est volontiers. C'est ça, c'était pour pas prendre la parole, nous, nécessairement. Et le de la thème, table. c'est le psychotrauma. Donc, en plus, on va vous plomber l'ambiance. Il faut quand même être très clair. On va en reparler quand même dans 1 heure. Hein. Et on va en reparler dans 1 heure, comme ça, vous aurez... Alors, en lien avec le titre multiples défis, on a commencé par parler de la complexité du psychotrauma. On a fait des liens avec les présentations de ce matin aussi avec à nouveau cette question du masquage diagnostique qui nous semble particulièrement pertinente pour le trouble de stress post-traumatique par exemple, avec un repérage qui arrive souvent de façon très tardive. On a parlé de cas où il y avait un diagnostic de schizophrénie qui était posé avec finalement la question du trauma qui arrivait en bout de course ou bien trop tardivement. Oui, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvé face à des situations, en tout cas les soignants évoquaient des situations où effectivement des patients étaient traités pour schizophrénie, bipolarité et dévoilaient en fait un psychotrauma. Est-ce que ça aurait été mieux si le psychotrauma avait été diagnostiqué en premier? On n'est pas là pour juger a posteriori, mais en tout cas on se questionne sur ces points-là. On voit beaucoup de choses comme ça. Et il y avait surtout aussi la question de comment est-ce qu'on s'informe sur le psychotrauma, qu'est-ce que c'est et de quelle manière est-ce qu'on a des informations. Notre centre, qui est un centre national du psychotrauma, le CN2R, est finalement très peu connu, on en souffre nous-mêmes. Et donc du coup, comment font les patients, comment font les proches pour pouvoir avoir ces informations? La plupart du temps, lorsqu'on vit un événement traumatique, on vient souvent vers son médecin traitant et pas obligatoirement vers un psychiatre en premier. Donc, ça multiplie aussi ça retire des chances d'être diagnostiqué. Donc ça, c'était un élément qui était quand même assez fondateur dans notre table thématique qui nous questionnait beaucoup. Donc il y a la question du repérage et puis une fois qu'on a repéré, où est-ce qu'on oriente, ce qui est une question compliquée aussi à l'heure actuelle. Donc on a évoqué la création des CRP, des centres régionaux du psychotrauma, qui sont arrivés plus ou moins en même temps que notre équipe du CN2R, en fait, qui sont des centres dédiés au psychotrauma, qui sont attachés souvent à des CHU ou autres, mais pour lesquels, à l'heure actuelle, il y a des files d'attente immenses. Donc, un challenge, c'est non seulement de repérer, mais aussi de proposer une offre de soins qui soit spécialisée, donc avec le besoin de formation qui est hyper important à l'heure actuelle.
Qu'est-ce qu'on On avait aussi le problème de libérer la parole. On demande aux jeunes et aux moins jeunes d'ailleurs de libérer la parole en ce qui concerne leur traumatisme, mais pour autant on n'a pas de place pour les soigner ou on n'a pas assez de soignants qui sont formés et qui peuvent les recevoir. Donc ça pose un problème éthique aussi, et ça pose un problème éthique notamment en psychiatrie, en pédopsychiatrie pour les enfants, parce qu'il y a une alliance thérapeutique et d'un seul coup, eh bien, l'enfant qui fait confiance à son soignant dévoile son psychotrauma et d'un seul coup, il y a une IP, une information préoccupante qui est mise en place. Il y a des sanctions qui sont mises en place, perçues comme des sanctions pour l'enfant. Il peut être retiré de sa famille, etc. Donc, ce qui fait que ça pose beaucoup de problèmes éthiques aux soignants aussi. Pour terminer sur une note positive, ce qui compte, c'est qu'on en parle de plus en plus, en tout cas, et que, d'ailleurs, on s'excuse de ne pas avoir pu accueillir les personnes qui voulaient en parler avec nous à table. Comme quoi, l'impro plus la contrainte, ça fait, c'est pas mal, hein, quand même, mine de rien. Ouais. Hein? Ok. Alors, je crois que ce qu'on peut peut-être faire encore, c'est vraiment applaudir tous ces collègues-là qui ont pris le risque de venir nous présenter le fruit de leur travail. C'est vraiment très chouette. Et puis peut-être, pour conclure et puis pour passer évidemment à la suite du programme, moi, je partage avec vous, j'adore quand un plan se déroule sans accroc. Je ne sais pas si vous avez la ref, pour certains, mais voilà. L'agence Tourisque, c'est un truc de vieux, hein, mais moi je fais ce que je peux. Hein. J'ai